Salut à tous et bienvenue pour ce tout premier HS ou History Studio. Et aujourd'hui on répond à la question de Tim Flat qui nous demande qui est Charles de Gaulle. Alors déjà pour commencer je propose qu'on fasse une minute de silence à la mémoire de la culture. Charles de Gaulle est né le 28 novembre 1890 à Lille. C'est le fils de Henri de Gaulle et Jeanne de Gaulle. Il reçoit une éducation humaniste et conservatrice, c'est-à-dire une éducation qui met en valeur l'ancien régime, le catholicisme, le patriotisme et l'érudition. Non, l'érudition n'est pas seulement une compétence de me porgue. En effet, son père était à la fois prof de lettres, d'histoire et de maths. Il a donc eu une grande influence sur lui. Il confie son éducation d'abord aux assomptionnistes, puis aux jésuites, qui sont des groupes de religieux catholiques au même titre que les protestants. Il lui ouvre l'accès à une grande bibliothèque familiale où il développe un goût pour de grands littéraires tels que Péguy, Bergson et surtout Chateaubriand. Le jeune Charles s'intéresse alors rapidement à la carrière militaire. Après une année de préparation au collège Stanislas de Paris, il intègre à 18 ans l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. On est alors en 1909. Il arrive à la place de 119e sur 221. Il intègre alors la promotion FES. Promotion est un terme militaire qui désigne le groupe d'élèves qui rentrent en école durant la même année. Les promotions portent le nom d'anciens chefs, la plupart du temps. Lors de cette formation à Saint-Cyr, les élèves doivent choisir une arme pour effectuer ce qu'on appelle la troupe, c'est-à-dire un stage au sein d'une unité. Lors de sa troupe, De Gaulle choisit de la faire de l'infanterie, qu'il juge plus badass que les autres armes car directement exposée au front. Il rejoint alors le 33e régiment d'infanterie d'Arras, régiment qui est commandé par le colonel Philippe Pétain. En 1912, lorsque De Gaulle sort de Saint-Cyr, il sort 13e de sa promotion et décide alors de rejoindre ce même régiment d'infanterie au grade de lieutenant. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. De Gaulle a alors 24 ans et ce sera son baptême du feu. Il combat alors avec le 33e dans la 5e armée de Lanrezac, basée au nord-est. Il est blessé une première fois en Belgique une fois, 13 jours après la déclaration de guerre. Faut vraiment pas avoir de bol quand même. À la jambe. Il sera alors hospitalisé à Cognac. Ouais, j'étais obligé de faire cette blague, ouais. Ne tuez pas s'il vous plaît. Bref, il est promu capitaine, puis il revient et il est blessé une seconde fois à la main en mars 1915. En revenant de l'hospitalisation, il est promu commandant de compagnie puis adjoint au colonel. Il obtient alors la Croix de guerre. La Croix de guerre est une décoration militaire décernée aux soldats français pour avoir adopté une conduite exceptionnelle lors de la Première Guerre mondiale. On ne doit pas la confondre avec la Croix de fer, qui est une décoration allemande. De Gaulle part alors se battre à Verdun, où il est blessé, tenu pour mort et fait prisonnier par les Allemands. Il tente alors 5 tentatives d'évasion, voulant être au cœur de la bataille. Malheureusement pour lui, les 5 se sont soldés par un échec. De Gaulle, loin d'être con, profite alors de ce séjour carcéral en Allemagne pour approfondir ses connaissances sur l'ennemi et sa stratégie militaire. Il sera finalement libéré à l'armistice de 1918 après 32 mois passés en captivité. Il réintègre alors son régiment et part combattre l'armée rouge en Pologne de 1919 à 1921. Lorsqu'il revient au pays des Camemberts, il se marie avec Yvonne Vendroux à Calais. Il a alors avec elle 2 enfants, son fils Philippe et sa fille Élisabeth. Dans le même temps, il devient instructeur d'abord à Saint-Cyr, puis à l'école supérieure de guerre en 1922. Cependant, il est rapidement détesté par ses supérieurs pour ses théories sur l'importance des blindés et de la guerre de mouvement. En 1924, il arrive à l'état-major du Rhin, à Mayence. L'année suivante, Pétain lui demande de rédiger un livre sur l'histoire du soldat français. Cependant, lors de la publication, chacun prétend que le livre lui appartient et les 2 hommes s'éloignent alors l'un de l'autre. De Gaulle, insistant sur cette théorie, ternit de plus en plus son image auprès de l'état-major. Tout d'abord, De Gaulle voulait qu'une armée professionnelle soit créée, car à l'époque les soldats sont tous des conscrits, c'est-à-dire des gens qui font leur service militaire obligatoire. De plus, De Gaulle appuyait également l'importance des blindés, qui alliaient puissance de feu, mobilité et résistance. Il voulait les allier à l'aviation, idéale pour la reconnaissance, afin de faire une armée polyvalente. En 1934, il déménage dans un domaine qu'il a acheté à Colombey les 2 églises. En 1937, De Gaulle est promu colonel et prend alors la tête du 507e régiment de chars de Metz. Lors de la déclaration de guerre en 1939, De Gaulle commande alors la 5e armée de chars. Il tient alors remarquablement tête aux Allemands à Montcornet, ce que lui vaut d'être sous-secrétaire d'État au ministère de la Défense. Il voulait alors continuer la guerre. Cependant, le président du Conseil, qui est Paul Reynaud, un fan de ces théories, démissionne et est remplacé par Philippe Pétain, l'ennemi de Gaulle, qui signe l'armistice avec Hitler. De Gaulle part alors se réfugier en Angleterre pour continuer à se battre. Devenu général, il lance alors un défi à Pétain avec son célèbre appel du 18 juin, où il appelle tous les Français à résister contre les Allemands.
Il est alors condamné à mort par contumace par le régime de Vichy. Quand quelqu'un est condamné à mort par contumace, cela veut dire qu'il a été jugé alors qu'il était en fuite et donc absent au procès. Churchill l'autorise le 28 juin à former les Forces françaises libres, dont il sera le chef. Les FFL, ou Forces françaises libres, sont une petite armée qui va lutter aux côtés des Alliés contre les forces de l'Axe. Il parvient alors à rallier de nombreuses personnes en Angleterre et dans l'Empire colonial. Le 27 octobre 1940, il crée un organe politique avec le Conseil de défense de l'Empire, et il insiste alors qu'il sera redevable de ses actions devant la France. Le 22 juin 1941, l'Allemagne envahit l'URSS, ce qui rend la guerre bicontinentale mais pas encore mondiale. De Gaulle créait en septembre son gouvernement en exil, le Comité national français, renommé en 1943 le Comité français de la libération nationale. Le 7 décembre, le Japon attaque les États-Unis. La guerre devient alors mondiale. En 1942, la relation est plus étroite entre les FFL et la résistance intérieure, et De Gaulle envoie le préfet Jean Moulin pour les unifier sous son commandement. Malheureusement, celui-ci est trahi et meurt, torturé et exécuté par les Allemands. Depuis Alger, De Gaulle participe activement aux campagnes d'Afrique du Nord et d'Italie, et va également participer à la défaite de l'Allemagne. Le 3 juin 1944, De Gaulle crée le GRPF, gouvernement provisoire de la République française. Le 6 juin 1944, lors du débarquement de Normandie, les Français sont présents avec le commando Clifford. De Gaulle insiste alors auprès d'Eisenhower, le président américain, pour libérer Paris, ce qui ne faisait pas partie de la stratégie initiale. Le 25 août, la 2e division blindée du général Leclerc libère Paris. De Gaulle récupère alors son bureau au ministère de la Guerre à Paris. Il signifie alors que le régime de Vichy n'est qu'une parenthèse dans l'histoire et que la République n'a jamais cessé d'exister. Il entreprend alors une marche dans les Champs-Élysées et est acclamé par la foule. En septembre, De Gaulle instaure un gouvernement d'unité nationale qui doit répondre aux attentes de tout le monde, y compris les communistes. Le 23 octobre, les trois grandes puissances, URSS, Royaume-Uni et États-Unis, reconnaissent l'autorité de Gaulle sur le gouvernement provisoire, ce qui met fin aux contestations de certains partis qui protestaient que De Gaulle n'avait pas été élu et ne pouvait donc pas diriger le gouvernement provisoire. Le GRPF a alors 3 défis: vaincre l'Allemagne nazie, être à la table de négociation de la victoire et rétablir la République en évitant la guerre civile. Les femmes obtiennent alors le droit de vote et de nombreuses entreprises sont nationalisées comme Renault par exemple. Cependant, la 4ème République qui se prépare amène une constitution parlementaire qui ne plaît pas à De Gaulle, qui est en désaccord avec l'Assemblée et démissionne en 1946. L'année suivante, De Gaulle crée le Rassemblement du peuple français, RPF, qui est une sorte de parti politique. Il lutte alors contre les communistes et contre l'ensemble des partis français qui se sont ligués contre lui. Le RPF n'est pas vraiment un parti car De Gaulle propose la double appartenance, c'est-à-dire qu'un membre de n'importe quel parti, sauf le PSF parce que le communisme c'est le mal, peut rejoindre le RPF en plus d'appartenir à son parti. Cependant, les gens se refusent à la double appartenance et le parti fait un flop aux élections de 1951. De Gaulle est interdit d'antenne. Il met alors le parti en stand-by et se retire de la politique en 1953 pour entamer ce que Malraux appellera la traversée du désert. En fait, à ce moment-là de sa vie, il se passe rien, donc on va parler plutôt de la République. Pendant ce temps, au gouvernement de la 4ème République, c'est la merde. Certes, grâce au plan Marshall et au début des 30 Glorieuses, les gens sont riches et le pays se porte bien économiquement. Cependant, la République connaît 2 problèmes majeurs. Tout d'abord, l'instabilité politique. En effet, l'union entre les partis de gauche s'effondre. De plus, la gauche et la droite contrôlent chacun un tiers des sièges de l'Assemblée, ce qui fait que les gouvernements sont fréquemment dissous. Par exemple, le gouvernement de Cristiopino a duré 1 jour. Dans ce contexte, il est donc impossible pour l'État de mener une politique cohérente. Le deuxième problème que rencontre cette république, c'est la décolonisation. En effet, les colonies ont perdu la foi des pays colonisateurs, qui se sont entredéchirés et ont fait appel à l'empire colonial pour lutter dans la Seconde Guerre mondiale. Certains pays proclament l'indépendance et se lancent dans une guerre contre la France, comme l'Indochine de 1945 à 1954. En 1954, une insurrection en Algérie est lancée par le FLN, Front de Libération Nationale. La France renforce alors ses effectifs militaires et rentre dans une longue guerre. Des actes terribles sont alors commis des 2 côtés, terrorisme du côté algérien, torture et exécution du côté français. Cette guerre révèle alors à tout le monde l'impuissance de la 4ème République, qui n'arrive pas à sortir de la guerre. En 1958, le gouvernement de Pierre Pflimlin engendre la méfiance à l'égard des Pieds-Noirs, qui se soulèvent et appellent le général de Gaulle au pouvoir.
Flimelin démissionne et René Coty, le président de la République, fait officiellement appel au général de Gaulle. De Gaulle devient Premier ministre et fonde alors une nouvelle constitution avec Debré qui met fin à la 4ème République. Cette constitution donne un exécutif fort et démarre la 5ème République lorsque De Gaulle est élu président. De Gaulle amorce alors sa politique, il se soucie de l'Union européenne, veut rendre la France indépendante des États-Unis, il assainit les finances publiques et s'occupe de la guerre d'Algérie. De Gaulle sait alors que l'Algérie aura son indépendance après ce qui s'est passé en Indochine. Il essaye alors de lancer des négociations, mais elles seront compliquées par les partisans de l'Algérie française, le FLN et le putsch des généraux français de 1961, qui a quand même échoué en quelques jours. Lors d'un référendum de 1961, demandant si on devait accorder l'indépendance à l'Algérie, le oui l'a emporté à 75%. Les représentants du FLN et Georges Pompidou, le Premier ministre de Gaulle, font des pourparlers et les négociations s'ouvrent alors sous la conduite de Louis Jox. Elles aboutissent alors aux accords d'Évian signés le 22 mars 1962. L'Algérie devient un État indépendant, mais une coopération est maintenue entre elle et la France. Dans le même temps, De Gaulle s'intéresse au projet européen. Pour que la France rentre dans la communauté économique européenne, CEE, qui comptera la France, la RFA, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et le Luxembourg, il crée une réforme économique et adopte le nouveau franc 1960. Les barrières douanières tombent alors et les produits français sont offerts à la concurrence européenne. La France se modernise. De Gaulle modifie le suffrage universel. En effet, le président est dorénavant directement élu par les citoyens. En 1965, il est difficilement réélu. De Gaulle veut alors rendre la France indépendante des États-Unis et la fait quitter l'OTAN en 1966. Il s'oppose à l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne qu'il considère trop proche des États-Unis et il appelle l'ONU le machin. Il est alors très présent aux côtés des nouveaux États indépendants. En effet, on le voit souvent en Afrique. Il reconnaît officiellement la République populaire de Chine en 1964 et prononce un discours à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Vous savez, ce tout petit pays-là. Attends, je vais zoomer. Voilà! Donc, il prononce un discours où il dénonce la politique américaine au Vietnam. En 1967, il proclame officiellement lors d'un discours « Vive le Québec libre !», ce qui fait enrager le Canada. Par ce biais, De Gaulle montre qu'il reconnaît la souveraineté des minorités sur leur territoire. De plus, De Gaulle mène une politique nucléaire très active. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est le 3e pays le plus équipé en bombes nucléaires, après la Russie et les États-Unis. Même s'il reste fidèle au bloc occidental, il soutient les États-Unis lors de la crise de Berlin en 1961 ou de Cuba en 1962, il se rapproche également de l'URSS et de ses satellites, pour amorcer une politique de détente dans la guerre froide. Suite aux 30 Glorieuses et au baby-boom, la société est profondément modifiée et un désenchantement face au blocage de la société est traduit par les événements de mai 1968. Les étudiants parisiens, aidés par les mouvements gauchistes, manifestent pour une refonte de l'université et un changement dans la gouvernance du pays. Ce mouvement, qui prend de l'ampleur et est rejoint par les ouvriers, paralyse l'État à cause des nombreuses grèves. De Gaulle réagit en prononçant un discours ferme le 24 mai qui dénonce ce qu'il appelle la chienlit. Le 29 mai, il s'envole sans prévenir en hélicoptère pour Baden-Baden. Le lendemain, il revient à Paris et appelle à une mobilisation contre la chienlit. Une énorme manifestation se déroule alors sur les Champs-Élysées. De Gaulle dissout l'Assemblée nationale et son parti est renforcé après les législatives de 1968. La confiance est rétablie, mais pas suffisamment. De Gaulle n'a pas compris les revendications de la jeunesse, il est perçu comme un homme d'un autre siècle. Le 27 avril 1969, il propose un référendum sur la régionalisation. Lorsqu'il constate que le non l'a emporté à 52% des voix, il démissionne. Il publie un communiqué disant « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République ». Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Il se retire alors à Colombey-les-Deux-Églises. Il commence à écrire ses mémoires mais meurt après la fin du premier volume le 9 novembre 1970. Refusant les funérailles nationales, il est transporté à la chapelle en compagnie de sa famille, du village et de ses compagnons de la résistance. Il sera enterré au cimetière du village auprès de sa fille Anne, avec une inscription simple sur sa tombe « Charles de Gaulle, 1890-1970 ». Le 12 novembre, à Notre-Dame de Paris, les autorités de l'État et les personnalités étrangères font une cérémonie officielle. Voilà, ce History Studio inauguratif est à présent terminé. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains qui vont sortir. Cliquez sur le pouce bleu et à poster un commentaire avec une question pour le prochain History Studio.
Allez, je vous dis,